C'est toujours un comté très, très baromètre. Marie Montpetit. J'espère que ce gouvernement-là va en faire beaucoup plus qu'il en a fait jusqu'à maintenant. On fait quoi Patrick Derry. pour sortir de ça, pour éviter de se reparler dans un an? La rencontre, Derry Montpetit. Moi, j'aime ça quand Patrick Derry nous demande on fait quoi avec ça. Patrick Derry, chroniqueur et analyste politique publique. Je te fais même pas d'intro. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Ben oui, moi aussi. Bon, Patrick, premier sujet. On a du pain sur la planche aujourd'hui. Premier sujet, quand il y a eu les débats sur la charte des valeurs et la loi sur le projet de loi 21, on avait parlé beaucoup de l'effet de disproportionné ou inégal, je vais dire comme ça, de l'interdiction des signes religieux sur certaines communautés. Et là, on apprend ce matin dans une étude que les immigrants de couleur se sentent plus canadiens que québécois, s'identifient plus au Canada qu'au Québec. Oui, et c'est un article dans Le Devoir dans lequel l'étude est recensée. Moi, je suis allé voir l'étude, je me suis promené là-dedans, j'ai regardé ça. Ce qui est intéressant, c'est, tu le dis, quand il y a eu le débat sur la Charte des valeurs, puis sur la loi 21, les plus nationalistes d'entre nous et les souverainistes aussi étaient comme sourds d'une oreille. Il y avait une sorte de dissonance cognitive, c'est-à-dire on fait des mesures qui vont cibler les immigrants, en tout cas de première ou de deuxième génération, mais ça n'affectera absolument pas leur sentiment d'appartenance au Québec. Il n'y a pas de problème, tout va bien aller. Ben écoute, là, maintenant, on a le recul. Et ce qu'on voit, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mesuré justement le sentiment d'appartenance envers le Québec, envers le Canada, à travers des sondages qui ont été faits à 3 moments. Un, en 2012, donc avant. C'est après le début du débat sur les accommodements raisonnables, mais c'était avant le débat sur la Charte des valeurs qui avait été amené lorsque le gouvernement péquiste de Pauline Marois et Bernard Dranville, on se rappelle à l'époque, était ministre des Institutions démocratiques, qui avait poussé ce projet de loi-là. Donc, 2012, on mesure en 2014, après que le débat ait eu lieu, et ce débat-là avait été pour le moment clos, puisque les péquistes avaient été partis du pouvoir finalement, le Parti libéral était revenu. Et on mesure une dernière fois en 2019, après l'adoption de la loi sur la laïcité, en tout cas après le débat de la loi 21 sur la laïcité de l'État, qui est donc 2012, 2014, 2019. Et on voit les évolutions du sentiment d'appartenance au Québec et envers le Canada des immigrants de couleur. On dit immigrants racisés, ça veut dire des immigrants finalement qui sont des minorités visibles finalement. Et c'est assez intéressant parce que le sentiment d'appartenance au Québec est resté à peu près stable pendant la période. Il a baissé lors du débat sur la Charte des valeurs. Puis on se rappelle, la Charte des valeurs était encore plus sévère que la loi 21. Puis s'est restabilisé, il a retrouvé son niveau d'antérieur après. Mais pendant la même période, le sentiment des mêmes immigrants envers le Canada, le sentiment d'appartenance, lui, a progressé. Fait qu'autrement dit, on a fait du surplace au Québec. Mais envers le Canada, on a progressé, ce qui fait que les minorités visibles aujourd'hui s'identifient plus au Canada qu'au Québec, et ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Oui, mais est-ce que c'est pas, ajoute à ça toutes les déclarations qui ont été faites par, entre autres, par François Legault, mettons, pendant la campagne électorale. Ces déclarations, je sais pas, je vais dire malheureuses parce que c'est une expression convenue, là, mais en tout cas, désastreuse, je vais plutôt dire comme ça. Sur, les liens entre l'immigration, puis le chaos social, puis les déclarations qui ont été faites par son ancien ministre aussi de l'immigration, Jean Boulet. Puis est-ce qu'il n'y a pas, il faut dire que la CAQ a été quand même s'est mis le pied dans la bouche à plusieurs reprises là, dans les dernières années. Oui. C'est sûr que c'est rien pour favoriser un sentiment d'appartenance non plus. Là. Non, mais là, ce qui serait intéressant, évidemment, à savoir, c'est s'il y avait un autre volet à l'étude qui était fait pour, par exemple, 2023, après tout ce qu'on a connu pendant la dernière campagne. On pourrait penser que écoute, le mot qui me vient à l'esprit, c'est le sentiment d'aliénation. C'est pas vrai, c'est juste un écart d'appartenance. C'est-à-dire, ça baisse pas par rapport au Québec, mais ça augmente envers le Canada, ce qui veut dire que les immigrants se tournent naturellement vers le gouvernement du Canada. C'est sûr que ça va augmenter et c'est pas non plus une surprise totale parce qu'il y a d'autres études dans le passé qui ont montré, puis le bon sens le montre aussi, si tu es coercitif, si tu retires des droits à une partie de la population, ça se peut qu'ils ne réagissent pas de façon super positive. Et là, on est, comme les auteurs de l'étude le précisent aussi,
On est dans un contexte fédéral, c'est-à-dire il y a 2 ordres de gouvernement, il y a une certaine concurrence entre les 2 ordres du gouvernement. Il y en a un qui dit, vous êtes des Canadiens à part entière, quoi qu'il arrive, et l'autre ordre de gouvernement dit, écoutez, vos droits sont plus limités dans certaines circonstances. Et ce qui est intéressant, c'est que M. Parizeau, il y a 10 ans, qu'on ne peut pas, on peut pas reprocher à M. Parizeau d'être un mou sur la question identitaire, n'est-ce pas? Et puis je le dis sans aucun dénigrement, j'ai une grande admiration pour M. Parizeau, mais je veux dire, c'est un souverainiste, un indépendantiste convaincu, mais il avait prévenu à l'époque le gouvernement péquiste, parce qu'évidemment, il était malheureusement décédé au moment où la loi 21 a été passée. On va trop loin. On a fait la laïcité au Québec pendant la Révolution tranquille. On a sorti la religion des hôpitaux et des écoles sans jamais rien interdire. Ça s'est fait naturellement. Il disait que ça allait trop loin aussi pour les enseignants, qu'on devrait se limiter. À l'époque, la Charte des valeurs, là, c'était même les fonctionnaires qui étaient visés. Il avait dit qu'on devrait se limiter seulement comme Bouchard-Taylor, le rapport le recommandait, c'est-à-dire aux gens en position d'autorité coercitive, donc les juges, les procureurs, les gardiens de prison. Et pourquoi il disait ça? Parce que le gouvernement fédéral va se présenter comme étant un peu le lieu de refuge et le lieu qui est plus ouvert aux immigrants. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais écoute, c'est sûr qu'est-ce qui est encore plus fascinant là-dedans, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que les chercheurs, en passant à des chercheurs, là, c'est l'Université Concordia. Là, les gens vont dire « Ah, OK, on le sait, mais je vais te donner leur nom, Antoine Bilodeau et Luc Turgeon. Okay? » C'est probablement pas des immigrants de première génération. Et là, leur hypothèse, ils s'attendaient à ce que ce ressac-là soit ressenti surtout chez les immigrants plus religieux, puis c'est les immigrants non francophones. Puis c'est pas ça qui s'est produit, c'est-à-dire que l'écart est plus grand chez les immigrants francophones, puis chez les immigrants non religieux. Ça veut dire qu'ils l'ont pris de travers eux aussi. Puis pour les francophones, on peut comprendre pourquoi, parce que les immigrants non francophones ne sont pas dans notre réseau médiatique, sont un peu au-dessus de ces débats-là. C'est des gens de première génération qui arrivent, je sais pas, du Pakistan, par exemple, et qui, tu sais, il faut qu'ils placent leurs enfants à l'école, il faut qu'ils se trouvent un emploi, sont au-dessus de ces débats-là. Mais les francophones qui s'installent ici, qui entendent ça, eux autres, ils l'ont pris en travers de la gorge. Fait que c'est doublement pénalisant. Écoute, tu sais, on a d'une certaine façon, avec ces débats-là, c'est comme si on avait écrit avec une croix rouge sur le calendrier de l'histoire du Québec, le jour où les nationalistes ont décidé que l'indépendance du Québec serait probablement plus possible pour au moins une génération, et peut-être plus, parce que c'est un mouvement nationaliste qui a poussé vers le Canada ceux qui avaient besoin de rallier pour pouvoir réaliser le projet de pays. Fait que c'est quoi? C'est se tirer dans le pied avec un bazooka solide. Non, mais t'as raison, solide. Puis, tu sais, les gens oublieront pas ça non plus. Tu sais, puis j'ajoute, bon, t'as le 2019, t'as quand même le PEC aussi, là, qui a fait mal dans les messages. Ah, bah oui, parce que ça s'est pas arrêté là. Parce qu'évidemment, pourquoi s'arrêter en si bon chemin, hein, puisque, tu sais, veut-on promouvoir le français ou simplement écœurer les immigrants ou écœurer les anglos, tu sais? Puis je rappelle que tous les enfants vont à l'école en français, fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'enjeu. Fait que donc, on avait des immigrants qui étaient pour une grande partie, intégrés ici, parfois au travail, avec des enfants. Qu'est-ce qu'on fait? On met carrément aux toilettes 18 000 dossiers. Ça, c'est le PEQ dont tu viens de parler. C'est sûr que ça fait mal. Après ça, qu'est-ce qu'on dit? Vous avez 6 mois quand vous arrivez ici pour apprendre le français. Hey, je sais pas si tu sais, là, tu sais, tes enfants, ils vont l'apprendre le français à 6 mois à l'école. Moi, j'ai été témoin de ça. Là. J'ai vu des enfants qui n'étaient pas francophones. Là, je coach dans les sports les jeunes. En début d'année, ils ne me comprennent pas. En fin d'année, ils me parlent en français. Mais les parents, eux autres, là, ils ont bien d'autres choses à faire. Là. Fait que c'est arriver et dire, vous ne pourrez pas parler au gouvernement dans une langue autre que le français, ben ça aussi, ça écœure. Fait que, tu sais, en tout cas, disons que ça serait intéressant d'avoir un volet 2023 pour voir dans quelle direction ça continue de progresser. Bon, ça serait surprenant entre toi et moi que ça ait progressé dans une direction différente. Tu sais, c'est quelque chose, je trouve, dont on parle pas assez souvent non plus, comment le parcours d'un immigrant, tu sais, quand c'est difficile. Puis tu fais des concessions, puis tu fais des deuils, puis tu sais, des deuils sur ta carrière professionnelle, sur ta famille que tu laisses derrière aussi, souvent ta famille proche, là, ta première large, je veux
dire, en fait, il y a beaucoup de sacrifices à travers ça, puis tu le fais souvent pour tes enfants, là, tu sais. Puis c'est sûr que, tu sais, tous les éléments auxquels tu fais référence, il y a quelque part où c'est de dire à ces immigrants-là, au lieu de dire, tu sais, merci de venir bonifier le Québec, merci de faire le choix du Québec, merci de vous installer avec nous, c'est de venir brimer des libertés. Puis sur la langue, bon, tu sais, je partage peut-être moins ton opinion là-dessus, mais sur la question justement des symboles religieux et tout, c'est de dire, ben, je sais pas, je trouve qu'on n'a pas beaucoup tendu la main, puis on n'a pas beaucoup reconnu le fait qu'on est heureux qu'ils viennent s'installer ici. Donc, je suis pas très surprise, mais 2023, d'après moi, ça fera pas de... Ça ajoute une couche, en fait. Ça vient cristalliser ce discours-là. Absolument. Puis, tu l'as dit, bon, le débat, tout ça a commencé il y a une quinzaine d'années avec le débat autour des accommodements raisonnables, puis on a eu peur. Hein? Plusieurs d'entre nous ont eu peur parce que c'est une réaction, entre autres, à l'islamisme intégrisme. Et cette peur-là pouvait se comprendre il y a 15 ans, mais après ça, 10 ans plus tard, au moment de la loi 21, ce qui était devenu évident, c'est qu'il n'y en avait pas de problème. Il n'y avait pas de plainte contre des profs dans les écoles au Québec. Il n'y avait pas de contagiosité du hijab nulle part. C'était aussi très discriminatoire parce que ça regardait ce que tu avais sur la tête et non pas dans la tête. Puis comme par hasard, c'est les femmes qui étaient touchées. Pour le français, moi, je rappelle quand même, c'est une préoccupation de français, mais tous les enfants d'immigrants permanents, le temporaire, c'est une autre chose, il faudrait s'occuper de ça, mais vont à l'école en français. Fait, éventuellement, ils deviennent des francophones. Avant la loi 101, tu avais plus que la moitié des enfants d'immigrants qui s'en allaient vers l'anglais quand ils abandonnaient leur langue maternelle. Depuis la loi 101, c'est complètement renversé, puis c'est plus élevé, c'est plus des 3/4 des enfants d'immigrants, lorsqu'ils abandonnent leur langue maternelle, ce qui finit par arriver, vont vers le français. Fait qu'il n'y en a pas d'anglicisation galopante, tu sais. Puis, écoute, au risque de me faire lancer des tomates, je rappellerais que le Québec francophone, à 100%, ça n'a jamais existé. Il y a eu des Autochtones, après ça, il y a eu des Anglais, il y a eu des Irlandais, il y a eu des Écossais, il y a eu des Italiens, il y a eu toutes sortes de communautés qui sont venues s'ajouter. Et à travers ça, le français s'est maintenu. Puis ces dernières années, juste avant qu'il y ait un bond sur l'immigration temporaire, on avait un niveau record de Québécois qui étaient capables de parler et de comprendre le français. Fait que c'est pas non plus, là, on a une espèce de spectre de l'anglicisation galopante. Là. La langue, la réalité, c'est que le nombre de Québécois de langue maternelle anglaise, quand tu regardes les statistiques très froidement, il est en train de diminuer. Alors, il y a beaucoup d'immigrants ces dernières années qui se sont ajoutés et ils vont à l'école en français. Sur un autre sujet, Patrick, le taux d'accident, là, on est en pleine semaine de la construction, hein, deuxième semaine de la construction, déjà 15 morts sur les routes à mi-parcours, donc vraiment, vraiment pas un bon bilan routier. Là. Non, écoute, l'année passée, après les 2 semaines, c'était 13. Là, on a 15 au bout d'une semaine. Évidemment, ça reste des chiffres qui sont bien qu'horribles, relativement petits, fait qu'il faut faire attention. Des fois, ça peut être des anomalies statistiques. Mais moi, j'ai voulu prendre un pas de recul puis juste regarder le nombre de véhicules au Québec. Écoute, c'est fascinant. Depuis 30 ans, la population a augmenté d'à peu près 17 %. Depuis 20 ans, excuse. Depuis 2000, la population a augmenté d'à peu près 17 % au Québec. On est passé de 7 millions et quelque chose à 8 millions et quelque chose. Le nombre de véhicules routiers sur les routes pendant la même période, lui, il a augmenté de 46 %. 46 %. Écoute, il y avait en 2000 là, des voitures, des camions légers, là, que ce soit à usage commercial ou usage de promenade, là, comme ton auto et la mienne. Là. En fait, l'auto que tu n'as plus. Mais une auto que je n'ai plus, Patrick. Je suis en vélo maintenant, à pied. Bon, toi, tu as contribué à la statistique de l'autre côté. Mais il y avait 4 millions de véhicules sur les routes du Québec. Et là, on est rendu à 6 millions de véhicules. Fait que, tu sais, c'est pas compliqué, là. Il y a 2 millions de voitures et de camions qui se sont ajoutés sur le réseau routier de la province et il n'y a à peu près pas de routes qui sont construites. Et, tu sais, le bilan routier s'est beaucoup amélioré ces dernières années, parce que c'est stable depuis quelques années autour de 400, mais on a déjà eu 600, 800 morts par année au Québec, puis plus que ça dans le passé. Et là ce que je me demande, c'est si on n'a pas atteint une forme de limite dans l'amélioration du bilan. C'est-à-dire les voitures sont plus sécuritaires, les jeunes conducteurs sont mieux formés, les soins d'urgence aussi se sont améliorés. Mais là, les routes sont vraiment bondées. Tu arrives en vacances, il s'ajoute encore des gens.
Les baby boomers sont actifs, vont conduire plus longtemps. Les camionneurs aussi, il ne faut pas l'oublier, la pénurie de main-d'œuvre, c'est pour tout le monde. Fait que donc, tu vas faire des plus longues heures. Il y a des conducteurs moins expérimentés aussi qui vont être là. Il y a quand même beaucoup d'accidents de poids lourds. Là. Les 7 ou 8 depuis le début de l'été. Là, encore là, c'est peut-être une anomalie statistique, mais c'est drôle. Il y a un paquet d'indicateurs là, qui pointent dans une certaine direction qui n'est pas très plaisante. Mais c'est ça, 2 millions de plus de voitures sur les routes. Puis, écoute, ça serait, en tout cas, je veux pas être prophète de malheur, là, mais ça se pourrait qu'on voit des indicateurs recommencer à monter. Puis évidemment, il y a la question de l'environnement aussi. Hein. Puis je peux pas te laisser partir, Patrick, sans te parler d'une affaire qui vraiment là, j'ai lu cette nouvelle-là puis ça me tombe sur les nerfs, le monde qui chiale tout le temps pour un oui puis pour un non. Puis là c'est je sais pas si tu l'as vu, ben oui tu l'as vu sûrement là, mais il y a une initiative de la ville de Montréal où ils mettent des collants, si tu veux, sur les trottoirs pour faire la promotion du français. Donc c'est des mots qui sont écrits en français, c'est cute là, tu marches puis là ben tu vas lire ça et tout là. Bon, je sais pas c'est quoi la portée exacte là, de à quel point c'est efficace et à quel point ça fait une différence, mais c'est dans leur campagne de promotion du français, de la métropole francophone. Puis là, tu as des gens qui sont pas contents de ça. Puis, tu sais, en plus de ça, les gens qui commentent ça, c'est des gens qui sont à Montréal, unilingues anglophones, puis qui disent en gros que ben la ville de Montréal, elle devrait s'occuper d'autre chose. Puis, tu sais, moi, j'en suis là de la ville de Montréal, c'est pas super propre à l'heure actuelle. Il y a des travaux partout. C'est le bordel. Il y a plein d'affaires à faire, mais tu sais, je suis aussi de l'école de tu peux mâcher de la gomme puis marcher en même temps. Puis dans ta ville de Montréal, au nombre de gens qu'il y a, il y en a qui s'occupent des poubelles, puis il y en a d'autres qui ont la responsabilité de s'occuper de la promotion du français. Je sais pas, toi, si tu partages mon opinion là-dessus. Ah, mais oui, mais écoute, il y a deux choses là-dessus. D'abord, compte tenu que la promotion du français par le gouvernement national est essentiellement négative, ben la ville de Montréal, on sait que Mme Plante n'a peut-être pas nécessairement la même approche, quoique là, c'est un arrondissement. Oui, absolument, faire la promotion, c'est tout à fait le rôle. Mais moi, ce qui est drôle, c'est, tu sais, il y a une question de dynamique médiatique là-dedans. Là. Si un journaliste va te voir dans la rue et te demande, bon, qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis là, tu arrives avec une opinion super nuancée, puis tu commences à réfléchir, là, ta clip se trouvera pas dans le journal. Si tu dis, hey, c'est épouvantable, je trouve ça bien épouvantable, speak white, n'importe quoi, là, tu as plus de chances de te rendre aussi. Moi, c'est le débat sur les marges, là, tu sais, quand il y a des... Je vois régulièrement des commentaires sur les réseaux sociaux, mettons, je sais pas, je mets des choses sur, par exemple, la situation du français, ou le fait par exemple, il ne faut pas l'oublier, là, la majorité des anglophones du Québec envoient leurs enfants à l'école en français, même s'ils ne sont pas obligés. Je fais juste te dire ça. Fait que ces gens-là, et moi j'en côtoie plusieurs, ils ne chialent pas après ça, là. Ils vont regarder le collant et ils vont juste continuer à marcher. Écoute, il faut faire la promotion, il faut que ça soit positif. Il y a tout le temps du monde qui seront pas contents. Il y a effectivement des gens aussi qui n'ont pas le temps non plus. On peut s'inscrire à des ateliers pour apprendre le français. Il y a des gens qui ont d'autres choses à fouetter. Mais c'est pas grave, ça existe, puis ça envoie un message qui est plus positif. Puis sur les marges, ben c'est ça. Il y a des gens qui, peu importe la langue, peu importe l'origine, peu importe l'ethnie, peu importe le pays, il y a des gens qui seront jamais contents. Ben moi, je vais te dire, je suis très contente que la Ville de Montréal prenne ses responsabilités là-dessus parce que c'était pas dit quand Valérie Plante a été élue en 2016. C'est 2016, 2017, 2017, je pense. 2017. Non, 2015, excuse. 2015. Non, 2015, c'est l'élection fédérale. Quoi, c'est ça? 2014, c'est le provincial. 2015, c'est fédéral. Puis après ça, c'est le municipal. Oui, tu as raison. Je suis les patates complètes. C'est pas grave, mais tant que tes patates sont en français, c'est ça qui est important. Mais tu sais, Valérie Plante, quand elle est arrivée comme mairesse, elle était comme sur un... Je sais pas si tu te rappelles, elle était sur le bilinguisme. Puis on était comme, allô, Montréal, c'est une métropole francophone. Ce serait bien de s'en rappeler. Puis toute la question du service à la clientèle, puis du bonjour rail, puis du centre-ville. Moi, écoute, je déteste pas l'idée que ce soit dans leur carton. Bon, à voir après ça si c'est efficace ou pas. Mais au moins, ils prennent leurs responsabilités et ils le font. Patrick Derry, chroniqueur et analyste de politique publique. Merci. Bonne journée.